très heureux de vous savoir en place. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Bunia Today. Nous repartons une fois de plus pour une nouvelle émission, le débat congolais, que nous avons le plaisir de recevoir dans ce plateau deux invités de marque, des politiques qui vont ensemble avec nous essayer de parler sur le processus électoral qui a été lancé dans la province de l'Ituri depuis le 16 février 2023, qui touche déjà à sa fin. Je pense que ça sera la dernière semaine. Nous allons essayer ensemble avec eux de décortiquer les couacs et les contraintes rencontrées dans le terrain, dans tous les coins et recoins de la province. Quels sont ces deux invités? Il s'agit premièrement de l'honorable Pascal Kakouraki, Élie Diroumou, que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick. Il ne sera pas seul. À ma droite, Xavier Hassan, membre de l'IDPS, mais également coordinateur de jeunesse Nabiso, que je dis bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous les téléspectateurs de Bunia Today, mais également bonsoir à mon aîné, co-débatteur honorable Kakouraki Bagou. Voilà, merci pour votre présence dans ces plateaux de Bunia Today Télévision. Vous avez suivi que la CENI a lancé l'identification des électeurs depuis le 16 février 2023 dans la province de l'Ituri, mais que cela ne tienne, vous suivez la sonnette d'alarme que lance la population dans tous les coins et recoins de la province. En tant que député provincial, quelle est d'abord votre première lecture quant à cette situation d'identification de la population dans la province de l'Ituri? D'accord. Merci très cher Patrick de l'invitation. Je salue le co-débatteur Xavier Hassani ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Mon impression commence d'abord au niveau légal. Vous savez, cher Patrick, les provinces de l'Ituri et celles du Nord Kivu sont placées sous état de siège depuis le 6 mai 2021. Et comme vous le savez bien, lorsque vous parcourez l'ordonnance qui institue ou qui proclame l'état de siège, il est interdit des activités politiques dans les provinces sous état de siège. Dans le cas d'espèce, le processus électoral ou le processus d'enrôlement est un processus hautement politique. Donc le fait que ce processus ait été décrété, ait été lancé dans une province sous état de siège, c'est une activité politique. C'est une province où on a besoin de la sécurité, où les attroupements de population, en principe, c'est interdit sur le plan de la loi. Je voudrais commencer par là. En deuxième position, les contraintes ou les pesanteurs sont tellement nombreuses. La province de l'Ituri fait face aux enjeux d'insécurité, ce qui nécessite que la sécurité soit rassurée, soit assurée dans toutes les entités. Deuxièmement, il se pose le problème des infrastructures routières et on vient d'enregistrer un sérieux problème, c'est celui des machines ou des ordinateurs. Et beaucoup de machines tombent à panne, mais aussi un autre facteur d'ordre technique il faut relever, c'est que nous sommes dans une saison, de début de saison de pluie, et les ordinateurs qui utilisent les panneaux solaires vont connaître des problèmes. Donc, pour moi, le processus électoral, le processus d'enrôlement ne peut pas durer 30 jours. 30 jours, c'est peu par rapport à ce que l'on vient de vivre dans cette première tranche, c'est-à-dire depuis le début, depuis 2 semaines. Pascal Kakouraki, comment expliquer que l'ordonnance qui décrète l'état de siège interdit les activités politiques et on lance dans la même corbeille l'enrôlement des électeurs? C'est là... n'est-il pas une contradiction à cette ordonnance du chef de l'État? C'est une violation flagrante de l'ordonnance par ceux-là qui l'ont instituée. Et je crois que vous l'avez suivi dans plusieurs émissions, nous l'avions dit et nous avions demandé au chef de l'État ainsi qu'au gouvernement de pouvoir modifier l'ordonnance qui proclame l'état de siège en vue d'autoriser la tenue des activités politiques dans les provinces sous état de siège. Et lorsque cela sera fait, vous comprendrez que l'état de siège sera vidé de sa substance. Parce que lorsque le pouvoir avait été retiré aux civils, il a été constaté que où il y avait des soupçons
selon lesquels certains acteurs politiques seraient dans les combines de sécurité, et une façon de les empêcher de ne pas agir, c'était d'interdire les activités politiques. Et donc, lorsqu'on lance ce processus, et si demain la campagne électorale est lancée ou sera lancée dans nos provinces sous état de siège, je peux vous avouer qu'il y aura beaucoup de couacs. Donc, il va de soi que cet aspect puisse être pris en compte. Merci, Pascal Kakoraki, pour votre toute première intervention. Xavier Hassan, je viens vers vous. Vous êtes l'un des membres du parti au pouvoir, IDPS, Fédération Ituri. Comment jugez-vous, à plus de 3 semaines, le déroulement de l'identification de la population dans la province de l'Ituri? Merci beaucoup, Patrick. D'abord, je voudrais ici soulever un aspect, que ce qui est vrai depuis le lancement de ces opérations, les opérations n'évoluent pas convenablement dans le respect des timings qui a été mis en place. Et moi, je pense que partant de tout ça, il y a des soucis, il y a nécessité de se poser beaucoup de questions par rapport au délai qui a été imparti par rapport à ces opérations de 1 mois, tel que l'honorable Kakora qui venait de le dire. Mais aussi, de l'autre côté, j'ai une autre compréhension de la chose, parce que il y a bien sûr de la matation autour du nombre de machines. Il y a des gens qui disent que les machines ne sont pas suffisantes. Et il y a aussi des difficultés d'ordre opérationnel, parce qu'apparemment, il y a des opérateurs qui devraient plutôt prendre à charge certains électeurs, ne sont pas expéditifs. Par rapport au centre aussi, le nombre de centres sont réduits. Vous allez voir par exemple, un centre, il n'y a qu'une seule porte avec des machines. J'ai compris qu'il y a d'un côté les opérations manuelles, mais de l'autre côté, la CENI avait disponibilisé une opération électronique que les gens n'exploitent pas. Parce qu'on a mis à place une application qu'on appelle Prérap. Moi, je ne suis pas communicateur de la CENI, mais j'ai au moins une idée autour de ça. Je suppose que le nombre de machines a été envoyé comme ça, avec l'esprit que l'application va suppléer le nombre de machines manquant. Parce qu'avec ces applications, la machine ne fait que le rôle d'imprimer. Vous enregistrez vous-même, vous enrôlez chez vous, vous remplissez tout chez vous, vous venez seulement à la CENI pour la photo et l'impression. Alors, comme on a expérimenté que la population, les défauts de cette application est qu'il n'y a pas eu une vulgarisation autour de cet outil. Parce que beaucoup de gens ont des Android. Et je pense que la CENI avait failli de ce côté-là pour dire que voilà, au lieu que vous puissiez aller vous rassembler devant les centres, chacun peut s'enrôler chez lui et il vient seulement au centre pour prendre la photo et imprimer. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Je me suis enregistré, je me suis enrôlé chez moi. Je suis arrivé au centre dans moins de 5 minutes, on m'a pris la photo, j'ai eu ma carte. Bon, ce sont des défis. D'abord, il faut comprendre que, je l'ai dit une fois au cours d'une émission, que ce processus a été lancé d'une manière cavalière. D'abord, dans un contexte totalement compliqué, où le gouvernement est en train de faire face devant les défis sécuritaires qui nous coûtent énormément d'argent. Et de l'autre côté, lasser les opérations électorales, vous voyez ce que ça coûte par rapport aux ressources que nous avons. C'est pourquoi vous allez voir même le chef de l'État récemment, pendant sa sortie, a tenté de dire que si l'insécurité continue, cette insécurité risque d'avoir des répercussions sur les opérations électorales. Pour dire que la guerre nous demande les moyens, les élections nous demandent aussi beaucoup de moyens. Et je pense que ce sont tous ces facteurs-là qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas totalement satisfaits des opérations comme ils s'attendaient à le voir. Et je pense qu'il est encore temps, parce que les élections c'est vers décembre. Le gouvernement peut toujours songer à prolonger, comme l'honorable Kakora qui l'a dit, pour permettre à toute la population de s'enrôler, d'avoir sa carte et de se choisir les élites de son choix, les dirigeants de son choix. Mais de l'autre côté, la CENI doit mettre aussi les moyens au niveau de la sensibilisation pour que les gens comprennent que vous pouvez vous enrôler chez vous à la maison et venir au centre seulement pour imprimer la carte. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça, bien qu'ils ont des outils nécessaires pour le faire. Merci Xavier Hassan. Nous rentrons vers Honorable Kakoraki. Nonobstant cette identification qui est en train de se dérouler, vous sentez déjà l'hésitation dans le dire des autorités nationales
le président, lors de sa récente allocution devant l'Assemblée des Nations Unies, il a dit que si l'insécurité à l'Est persistait ou peut-être continuer, il peut y avoir risque que les élections soient repoussées ou peut-être soient repoussées pour une autre. Est-ce que cela donne déjà des doutes sur les dites élections qui sont prévues pour le décembre 2023? D'accord. Moi, je crois que dans ma sortie médiatique du mois de novembre, je l'avais déjà prédit que le calendrier électoral publié par la CENI était trop serré et que les contraintes évoquées par la CENI elle-même étaient tellement difficiles. À mon humble avis, il est pratiquement difficile, mais pas impossible, de tenir les élections au mois de décembre. C'est pourquoi, vous savez, au moment où nous parlons, une bonne partie de la province du Nord Kivu est sous contrôle de M23. Il y a des entités ici en Ituri où pour arriver, vous devez réfléchir 2 fois. À un certain moment, nous devons nous poser la question. Quelle est la priorité de la population congolaise? Est-ce les élections ou la paix? Je crois que la paix doit précéder le développement. Les élections, très bien, elles vont se dérouler dans quelles conditions? Pour moi, je l'avais déjà dit, je suggère que le gouvernement, la CENI, ainsi que toutes les institutions de la République se mettent autour d'une table et qu'un consensus soit trouvé. En attendant que le gouvernement congolais puisse buter dehors la rébellion du M23 et que le processus réel des PDDCS puisse être effectif en province de l'Ituri, qu'on envisage un report pas d'une longue durée, dans le but de l'intérêt supérieur. Pascal Gabourang, pensez-vous que l'opposition peut-elle donner le béquille au président de la République pour une quelconque transition? Et lorsque Bunagana ainsi que d'autres localités sont sous le contrôle des M23, et s'il arrivait que demain, un de ses opposants gagne les élections, il prendra le pouvoir pendant qu'une partie du territoire national est sous contrôle de la rébellion? Je ne pense pas. Je crois qu'au moment où nous parlons, ça ne sert à rien d'être du pouvoir et d'être de l'opposition, mais de mettre plutôt au devant les intérêts de la République. C'est la souveraineté de l'État congolais qui est mise à mal par les ennemis de la République. Et nous devons combattre d'abord les ennemis. Et ici, on devrait former un front commun. C'est-à-dire le front commun pour la République, pour combattre les M23 ainsi que toutes les autres forces négatives comme les ADF et d'autres groupes armés. Et c'est par la suite qu'on peut aller aux élections. Donc, aimer les élections sans soutenir les efforts d'ordre sécuritaire, franchement, c'est aimer seulement le pouvoir et ne pas aimer son pays. Nous allons vous revenir, Pascal Kakouraki. Xavier Hassan, vous êtes de l'UDPS. Le chef de l'État, lorsqu'il est entré au pouvoir en 2019, la population congolaise avait tellement plongé l'espoir sur lui. Il avait d'ailleurs promis à la population du Nord Kivu et de l'Ituri que tous les efforts seront consentis pour le retour de la paix. 4 ans après, aucune réalisation sur le plan sécuritaire. L'état-major n'est même pas installé à l'est de la République. Pensez-vous aujourd'hui que si on accorde encore une période transitoire au chef de l'État, cela peut-il être une réalité? Bon, Patrick, dire aujourd'hui que il n'y a aucune réalisation, c'est très fort. Sur le plan sécuritaire, comme il avait promis. Je l'ai dit, pour arriver à un résultat, il faut commencer à travailler quelque part. Je suis toujours contre cette manière-là de juger les bilans sans pour autant tenir compte de la situation initiale. C'est une lecture erronée de la situation. Moi, je pense que ce qui est vrai, notre Congolais et notre population attend beaucoup de nous. C'est sûr. Mais il faut comprendre que la sécurité, je le dis souvent, est un secteur très compliqué où beaucoup de paramètres échappent au commun du mortel, comme nous et vous. Nous devons les connaître. Moi, personnellement, la fois passée, je démontrais au moins les efforts qui sont consentis dans ces secteurs-là.
entre autres, c'est que tout ce que nous vivons aujourd'hui comme proposition, c'est parmi les efforts. On met en place l'état des sièges, on met la mutualisation des forces, on essaie un peu les PDDRCS. Ce sont là les efforts, c'est appuyer ces efforts-là qui vont nous amener à des résultats que vous attendez là. Et aujourd'hui, le travail doit commencer quelque part. Et vous savez, comme moi je le dis souvent, il y a une évidence devant nous en fait. L'évidence c'est qu'actuellement notre armée n'a pas la force actuellement, une capacité de nuisance élevée sur les groupes armés. Ça nous devons le reconnaître. Et ne pas le reconnaître, c'est vouloir jouer au jeu de l'Autriche. Alors dans l'entretemps, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait au niveau de l'armée pour la professionnaliser. Ok? Le chef d'État a commencé par le remaniement des commandements. Et aujourd'hui, nous connaissons tous ces efforts, mais aujourd'hui, la question prioritaire était le fait de la restauration de la paix dans la partie Est, chose qui n'est pas faite. La question est de savoir, est-ce que si une période transitoire est accordée au chef de l'État, cette promesse peut-elle devenir une réalité? C'est ça la question. Il ne faut pas réduire la paix au chef de l'État. Je pense, Laurent Kakura qui l'a dit, il faut un front commun pour la République. Il ne faut pas réduire ça. On va se partager une fois de plus le gâteau. Moi, je dis que le chef de l'État doit seulement démontrer la volonté de bien faire. Et que nous autres, comme son peuple, comme des dirigeants, comme des gouvernants, nous devons l'accompagner. Ça demande l'implication de tout le monde. Il ne faut pas le réduire à chef de l'État. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai aimé ce que l'honorable Kakura qui a dit, à un moment donné, devant des circonstances comme ça, nous devons cesser d'appartenir à l'opposition, à la majorité, à la société civile. Nous devons former un seul corps pour d'abord neutraliser l'ennemi. Aujourd'hui, cette question-là, il ne faut pas le réduire à Félix. Il faut le faire une question de la République. Lui, de ce côté, il a l'obligation de démontrer sa ferme volonté d'accompagner l'engagement de la population. Et je pense que de ce côté-là, les efforts se font. Mais seulement que, comme il y a des paramètres qui vous échappent, vous et moi, j'espère que c'est ce qui fait en sorte que les résultats ne soient pas d'abord palpables jusqu'à présent. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas dire que voilà, aujourd'hui, comme les résultats n'est pas encore là, donc on doit seulement aller aux élections. Parce que le président qui va passer, je ne sais pas, il aura quelle légitimité lorsque le M23 va l'élire du côté des Rutshuru et de l'autre côté. Et de notre côté, ici, il y a Codeco et Zahir qui vont élire le président. Ils vont d'abord élire qui? Parce que les rebelles n'ont pas un président. Je ne pense même pas qu'ils... Je ne sais pas, ils vont élire qui. À moins que leur leader soit aussi des candidats là-bas au niveau de la présidence. Mais actuellement, pour moi, je pense que nous devons d'abord nous concentrer sur la paix. Peu importe que ça nous, avec Félix, que ça vienne ou pas, mais concentrons-nous d'abord à baliser les chemins, à bouter dehors l'ennemi, et après on peut parler maintenant de nos problèmes internes, parce que là, nous sommes devant une guerre d'agression du côté de Kivu, et de l'autre côté ici, nous sommes, moi je l'appelle le terrorisme. Du terrorisme, c'est ce qu'on vit ici. Parce qu'ici, il n'y a qu'un groupe de gens qui se réveillent le matin, ils commencent à s'attaquer à la pauvre population. Ils n'ont pas d'objectif. Mettons d'abord nos efforts là-bas. Mon cher, faire la guerre, hein, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une mince affaire. Hein. Ça nous demande beaucoup de moyens. Et je le dis souvent, les efforts, on ne doit pas seulement les demander à nous. Les efforts doivent commencer au niveau du sommet de la République. Tout le monde doit se sacrifier pour que dans un plus bref délai, nous puissions régler les problèmes externes qu'on nous impose et puis revenir à notre problème interne qui est la sécurité et le développement. Merci Xavier Hassan. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevons pour vous dans ces plateaux de Bunya Today deux politiques de haute facture. Il s'agit de Pascal Kakouraki, député provincial élu du territoire d'Irumu, et Xavier Hassan, membre de l'UDPS, parti au pouvoir bien évidemment, mais aussi coordonnateur de l'association Asbel Jeunesse Nabiso.
Pascal Kakoraki, nous sommes en train de citer. Est-ce que vous sentez que les discours commencent à changer, les discours des autorités qui assiraient par-ci, par-là, il y aura élection, mais aujourd'hui, on sent que les choses commencent à basculer du côté de la plaque et vous citez aussi avec une recommandation si possible. D'accord. La recommandation phare que je vais formuler ici consiste à demander à toutes les forces politiques, à commencer par les institutions présidentes de la République, le gouvernement, le Parlement, les groupes d'opposition, des majorités, l'Union sacrée et les autres, de se mettre autour d'une table, de privilégier les intérêts de la République, de voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Les élections sont un moment dans les démocraties où le peuple s'est choisi ses dirigeants. Mais lorsque ce moment pose des problèmes, les élections risqueront de créer encore beaucoup d'autres problèmes. Parce que, vous savez, dans les élections, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et lorsque nous allons aux élections, pendant qu'une partie de la République est sous contrôle des groupes armés, je crains que les candidats malheureux de demain ne puissent se rallier avec ces agresseurs pour former un seul corps et demain encore revenir en charge. Donc je demande que les dirigeants se mettent autour d'une table pour mettre afin de mettre les intérêts de la République au devant et non de mettre les intérêts de quelques individus, parce que vous savez, les élections créent la bourgeoisie politique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une caste de gens qui vont se retrouver, et surtout que nous savons tous que depuis que notre population a commencé à élire, elle ne cesse de regretter son choix, et donc il y a lieu que les politiques se mettent autour de la population regrette aussi de vous avoir élu député provincial. Aujourd'hui, Irumu est dans les bons desseins. Je ne peux pas interdire à la population de regretter. Est-ce qu'un seul individu peut remettre la paix? Est-ce qu'un seul député peut remettre la paix? Si il se pose déjà les problèmes avec les institutions qui sont légalement établies pour régler ou pour rétablir de l'ordre public, il se pose des problèmes. Ici, la paix, à principe, ou la sécurité, il faut l'exiger au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui contrôle l'armée. Mais de l'autre côté, c'est comme disait un Américain, mais qu'est-ce que vous demandez à l'Amérique? Mais aussi, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour l'Amérique? Je dois travailler pour la paix, mais aussi de l'autre côté, il faut que le gouvernement travaille. Merci Pascal Gagouin. Une question pour finir. Est-ce que vous allez encore vous représenter comme candidat? Très bien. Je reviens d'Irumu où j'ai passé 2 semaines au fin fond d'Irumu, dans les zones qui sont sous contrôle des forces mutualisées. Je vais sensibiliser la population à l'enrôlement massif. Je continue à la sensibiliser encore. Après l'enrôlement, je reviendrai vers ma base pour la consulter. Et ce que ma base dira, c'est ce que je ferai. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai encore envie de servir mon peuple. Merci, on aura compris que vous allez vous représenter. Nous citons avec Xavier Hassan dans 2 minutes. Est-ce que vous pouvez avoir une recommandation, peut-être une suggestion à faire aux autorités de la CENI, tout comme aux autorités nationales dans ce que nous venons ici de dire? Merci Patrick. Moi je pense que j'aurai seulement une seule recommandation. Que ce soit les élections, que ce soit la guerre, nous demandent les moyens. Ces moyens-là, nous devons la mobiliser. Nous devons les mobiliser, pardon. J'appelle tout le monde, toute la classe politique surtout, parce qu'ils nous ont déjà beaucoup demandé les sacrifices du bas peuple, nous l'avons déjà fait. C'est le tour des institutions aussi de se sacrifier, de réduire des dépenses inutiles. C'est concevable aujourd'hui qu'on a un budget où 70% est consommé par les institutions, c'est 30% qui reviennent au niveau de la base, au niveau de la population. Moi j'appelle, je commence petit à petit à soutenir l'idée de l'honorable Delis Esanga que le sacrifice doit être général, à commencer par le président de la République. Réduisez vos dépenses et affectez les dépenses dans la sécurité pour qu'afin donner à la population la possibilité d'avoir des élections et aller s'élire, se choisir les dirigeants de son choix. Vraiment, c'est l'unique recommandation que je peux donner, parce que moi, je le dis souvent, tout ce que nous faisons tourne autour du moyen. On va te dire que les militaires, pour se battre, il faut l'argent. Les magistrats, pour bien dire la loi, pour condamner les criminels, il faut l'argent. Nous donnons l'impression de beaucoup dépenser dans les inutiles et oublier l'essentiel. Donc, il est
le moment de faire un sacrifice général. Tout le monde doit se sacrifier, à commencer par le président de la République, jusqu'à la dernière population, dernier peuple, pour que nous puissions vaincre cette guerre et qu'afin nous puissions avoir la possibilité d'aller nous élire les autorités et les dirigeants de nos choix. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez compris que nous sommes arrivés au terminus de ce débat congolais auquel nous avons reçu Pascal Kagora, qui en tant que député provincial élu du territoire du Rumou, et Xavier Hassan, membre de l'UDPS, mais également coordonnateur de l'ASBEL Jeunesse Nabisso. Patrick Ngibou était devant ce micro et James Faz était derrière la caméra. Je vous retrouve d'ici là, mais sinon, prenez bien soin de vous et sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.